Lumière sur l'humoriste Selig qui fait de ses one-man shows des épisodes. On en est à l'épisode 5, mais de quelle saison? Parce qu'on sait plus, depuis le Covid, il est passé par là, quoi. Ah bah c'est clair, mais ne retenez qu'une chose. L'épisode 5, il est à suivre au Grand Cursal de Besançon le 13 avril et à la Commanderie de Dole le 14 avril et Selig est donc notre invité. Bonjour Selig. Bonjour, merci de me recevoir, pardon. Avec grand plaisir. Alors, épisode 5 de quelle saison? Parce que mine de rien, vous avez déjà 25 ans de carrière à votre actif, ça fait quel effet? Au départ, c'était pas prévu pour durer, donc c'était vraiment pour un amusement. Donc, je suis très heureux que les gens m'aient suivi depuis 25 ans. C'est vraiment bien, quoi. C'est inespéré pour moi. Retrouver la scène après ces 2 années chaotiques avec un public sans masque, ça doit faire plaisir, non? Ouais, ça fait très plaisir parce que on entendait les gens rire, mais on n'a pas leur visage, on n'a pas les réactions. Alors c'était un peu impersonnel. Bon, on se plaignait pas, on jouait quand même, mais là on retrouve vraiment la réaction du public quand il rigole, quoi. C'est super. Il paraît que vous faites de l'humour grâce à votre grand-père, c'est vrai ou pas? Ouais, exactement. Mon grand-père, j'ai grandi chez mes grands-parents. Et mon grand-père m'a élevé au Louis de Funès, au Bourvil, au Fernand Reynaud, à tous ces gens-là. Et il me racontait beaucoup d'histoires, à moi, à mes cousins, et ça nous a marqué, et ça m'a marqué plus que les autres, visiblement. Et il m'a appris surtout à faire rire, avec un rire sans se moquer des autres. Alors du coup, j'ai appris à raconter des histoires, quoi. Mais c'est ça, comme eux, en fait, votre humour est proche des gens. On a tous vécu un jour ce que vous racontez, on se retrouve souvent dans les situations que vous décrivez. C'est vrai. Et de quoi nous parlez-vous justement dans cet épisode 5? Est-ce qu'on va avoir des nouvelles de votre beau-frère Bernard? Ah ouais, évidemment, mon beau-frère Bernard, ma sœur, leur fils Jürgen. C'est une famille que j'ai créée il y a 25 ans et qui a évolué au fil des années. Ils se sont rencontrés, ils se sont mariés, ils ont déménagé, ils ont eu un enfant, donc ça me permettait de traiter la vie au fil des années. Et puis dans cet épisode 5, on les retrouve, ils partent à la montagne en vacances avec des amis. Et ça me permet de traiter le sujet des vacances entre amis, où en général on part amis et on revient ennemis. Parce que nos enfants et leurs enfants se battent, etc. Et évidemment, nos enfants sont toujours moins chiants que ceux des autres. Hein. Ça, c'est l'évidence. Hein. On retrouve ça. On retrouve les colonies de vacances. J'ai passé mon enfance en colonie de vacances. Et du coup, je fais une comparaison avec les colonies d'aujourd'hui, où à l'époque, c'est vrai que on était livrés à nous-mêmes. On aurait pu mourir 100 fois, tout le monde s'en foutait. Les chauffeurs de car fumaient en nous emmenant dans les colonies. Voilà. Les gamins n'y croient pas. Les gens de mon âge se marrent en disant ouais, c'est vrai, on s'était comme ça. Je parle de ça. Je parle de qu'est-ce que je parle? De l'autoroute, évidemment. Je passe ma vie sur les autoroutes et du coup, je raconte ce qui se passe sur les autoroutes, quand on prend les tickets, quand on s'arrête dans les stations, quand on arrive au péage, tout ça, quoi, pour essayer de faire du quotidien, les moments chiants du quotidien pour en faire des moments, allez, finalement, c'est pas bien grave, c'est drôle. J'avoue qu'on pensera à vous à chaque fois qu'on repassera au péage, parce qu'alors l'autoroute, ça a été un boulevard pour nous conduire à rire, pour le coup. Mais justement, vous qui vous laissez inspirer par le quotidien, comment ça se passe? Est-ce que vous vivez un truc banal ou dingue et vous vous dites, tiens, ça peut me servir pour mon prochain spectacle? Voilà, en fait, on revient à mon grand-père qui, d'une situation banale, a réussi à me montrer d'extrapoler cette situation dans le côté comique. C'est-à-dire que dès que je vois une situation, je me dis oh là là, le gars, là, il est mal barré, et si jamais il fait ça, il va être mal barré, si jamais il fait ça, etc. Et du coup, j'arrive à projeter plusieurs histoires sur une histoire banale. Et à partir de là, on flirte entre le possible et l'impossible, et du coup, notre histoire devient drôle parce que ça peut arriver, ça arrive, mais c'est rare aussi. Donc en fait, voilà, on est entre deux mondes, entre le possible et l'impossible. Vous êtes en pleine tournée avec l'épisode 5, et est-ce que, à tout hasard, vous êtes déjà en train de plancher sur l'épisode 6? Alors l'épisode 6 est écrit, oui, effectivement. L'épisode 6 est terminé, je suis quelqu'un d'hyperactif depuis que je suis petit. Donc du coup, oui, l'épisode 6 est terminé, je le rôde en septembre, octobre, ensuite il est retiré pour que je puisse le fignoler, et il arrive en janvier tout neuf, voilà, et je vais jouer pendant 1 an, je pense, le 5 et le 6, car là où j'ai pas joué le 5, j'irai jouer l'épisode 5, et puis là où j'ai joué le 5, je jouerai le nouveau, quoi. Mais il est déjà écrit, effectivement, avec des nouveaux sujets qui sont top secrets. Avant de devenir humoriste, vous étiez cuisinier pendant une 10aine d'années, il me semble. Est-ce que vous avez déjà pensé à débriefer des émissions comme Top Chef ou encore Cauchemar en cuisine? Sur scène, ce serait du tout cuit, non? Eh bien, c'est un sujet de l'épisode 6 où je raconte
C'est exactement ça, voilà. C'est un sujet. Alors, je raconte mon apprentissage parce que c'est comme les colonies de vacances. L'apprentissage, quand j'avais 13 ans à l'époque, c'est pas du tout les mêmes apprentissages qu'aujourd'hui. C'était hyper violent quand même, psychologiquement et même des fois physiquement. Je raconte maintenant la cuisine avec toutes ces émissions, effectivement. Donc voilà, j'ai fait un gros débrief sur mon métier et encore une fois, c'est un sujet que je maîtrise parce que j'ai été quand même seconde cuisine, j'ai passé 12 ans derrière les fourneaux, donc je connais excessivement bien ce sujet. Donc oui, j'ai fait un gros sketch dans l'épisode 6 pour montrer que voilà, on a porté la cuisine au nu avec les émissions et on a totalement, par exemple, effacé le métier de serveur, qui est un métier noble également, qui est quand on va dans les grandes maisons. Donc voilà, il y a eu un déséquilibre et j'en parle souvent avec des grands cuisiniers ou des grandes cuisinières, des grandes chefs comme Anne-Sophie Pic, que je côtoie régulièrement. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de la cuisine, de cette cuisine un peu médiatisée. Voilà, donc j'ai fait un gros sketch là-dessus pour ramener les choses. J'aime bien ramener les choses à leur valeur initiale aussi, moi. Bah alors vivement l'épisode 6 et comme dans Room Service, on est très très gourmand. Si on vient chez vous à midi, vous nous cuisinez quoi? Oh bah je peux faire des quenelles vu que je suis lyonnais. Bon alors Je peux 20 faire pour des quenelles. Comme votre région, on mange très bien aussi. Hein. Moi, Oui. je venais souvent en vacances à Tavaux, du côté de Dole, Mhm. et je mangeais très bien aussi. On mange très bien aussi dans votre région. Mais des quenelles, oui, des quenelles à la lyonnaise, au brochet, ça va très bien. Ça, avec un gratin de macaroni, c'est parfait. Bon alors nous en échange, on vous fait un coq au vin jaune et on Voilà, se quitte. exactement. En tout cas, bienvenue, merci, belle tournée à vous et merci d'avoir été avec nous, Célig. Je vous en prie, merci de m'avoir reçu. Bonne journée.